Bonsoir. L'année académique 2020-2021 a démarré il y a quelques semaines et déjà la grande interrogation sur comment va-t-elle se dérouler et surtout dans le contexte sanitaire de l'heure. Et au cœur de la nation de ce vendredi donne justement la parole à des invités pour répondre à cette question. Et nos invités sur ce plateau, nous avons professeur Komlan Dodji Kokoroko, ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement, Christian Trimois. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame Anita. Le secteur éducatif est officiellement en activité depuis le 2 novembre dernier avec la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. Et le gouvernement mise sur l'éducation pour parvenir au développement du pays. Dodo Waré nous présente ce soir ce secteur éducatif et les défis auxquels il est confronté. Nous suivons ce reportage et nous revenons sur ce plateau. Le social, une priorité du gouvernement pour les 5 prochaines années. L'éducation figure en bonne place avec de grands investissements pour l'année scolaire 2020-2021. Plus de frais d'inscription aux examens. 1,9 milliard de francs CFA sont débloqués pour la gratuité des frais d'inscription aux différents examens, ce qui devrait soulager les parents. L'État va poursuivre le programme de protection sociale en milieu scolaire Scolassure pour une prise en charge sanitaire gratuite dont a bénéficié déjà près de 2 millions d'apprenants. L'État considère le programme Scolassure comme un des éléments des filets sociaux. Je pense qu'il faut analyser Scolassure dans un panier de filets sociaux dans lequel il faut rajouter les cantines scolaires, la suppression des frais de scolarité. Alors, le programme Scolassure marche, je voudrais vous rassurer là-dessus. Il marche parce qu'il permet à nos jeunes concitoyens de pouvoir aller à l'école sans encourir pour leurs parents des responsabilités démesurées. Donc, le gouvernement continuera ce projet-là parce que les indicateurs aujourd'hui sont rassurants pour que le projet aille jusqu'au bout. Lorsqu'on regarde attentivement la projection du gouvernement, c'est d'aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui en termes d'inclusion. Donc, les ressources à mettre à disposition pour atteindre ces objectifs seront débloquées pour que les uns et les autres puissent ressentir cette inclusion qui est espérée. Plus d'1 million de prestations, 41 000 interventions chirurgicales, 9 000 hospitalisations et plus de 82 600 sollicitations pharmaceutiques. Des résultats satisfaisants de Scolassure qui incitent l'État à faire plus. Des mesures qui viennent s'ajouter à la gratuité des frais de scolarité aux préscolaires et aux primaires dont jouissent les apprenants depuis plus de 10 ans. Grâce à cette mesure, le taux de scolarisation aux primaires est passé d'environ 11 000 en 2008 à plus d'1 500 000 en 2018. Aux préscolaires, les effectifs d'enfants scolarisés sont passés d'environ 87 000 entre 2012 et 2013 à plus de 155 000 entre 2017 et 2018. Des filets sociaux tels que les cantines scolaires vont également se poursuivre en faveur des élèves. Ce programme national d'alimentation scolaire a eu un effet positif sur les indicateurs scolaires et l'état nutritionnel des écoliers. Plus de 91 000 élèves sont bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire et 75% des besoins quotidiens des enfants en termes d'alimentation sont couverts par des repas scolaires. Ce qui motive l'État à poursuivre ce programme pour renforcer la scolarisation des enfants. Avec la crise sanitaire, le gouvernement a mobilisé 1 milliard de francs CFA pour subventionner les masques de protection spécialement pour les élèves à un prix de 50 francs dans les établissements scolaires. Plus de 600 millions de francs CFA également débloqués pour l'acquisition des tables-bancs et matériel informatique. Toutes ces mesures démontrent la volonté du gouvernement d'offrir une éducation de qualité inclusive à tous, d'améliorer la scolarisation dans son ensemble et d'améliorer les conditions éducatives. Au-delà, c'est l'inclusion sociale qui est renforcée et la pauvreté réduite. Les défis pour cette année scolaire 2020-2021 sont énormes et l'État appelle à la collaboration de tous les acteurs pour maintenir un climat de sérénité et garantir une meilleure année scolaire aux apprenants.
C'était donc le dossier de Dodo Haré qui nous rappelait donc les mesures d'accompagnement du secteur éducatif au Togo. Alors, monsieur le ministre, dites-nous comment se porte ce secteur-là, le secteur de l'éducation au Togo aujourd'hui? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation qui nous permet de communiquer sur les efforts du gouvernement au titre de cette rentrée scolaire, de lever les équivoques et de tracer les perspectives qui seront consolidatrices pour le système éducatif togolais. Comment va le système éducatif? Comme tout édifice exposé à l'usure du temps, notre système éducatif, quoique toujours debout, oui, est malade de ses hommes, de ses infrastructures et aussi de ses qualités. Nous devons ensemble retrousser nos manches pour relever les défis et les problèmes auxquels il est confronté. Nous le ferons et nous le faisons déjà. D'accord. Alors, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, disons que quel regard le gouvernement a sur le secteur éducatif aujourd'hui? Je vous remercie également de nous accueillir parce que il vous souvient qu'avant le début de la rentrée, mon collègue de des enseignements primaires secondaires avait déjà fait un état des lieux. Il avait fait une communication en Conseil des ministres présentant l'état des lieux du secteur de l'éducation à la veille de la rentrée. Puis après la rentrée, il a fait également une deuxième communication en Conseil des ministres et ensuite il a échangé avec la presse à l'occasion de cette conférence de presse pour présenter le tableau. Parce que la rentrée de cette année, il faut bien le noter, se déroule dans un contexte très particulier qu'on a cessé de rappeler depuis le début. Nous sommes dans un contexte sanitaire difficile, avec de nouveaux enjeux, de nouvelles règles de conduite, de nouvelles innovations dans notre façon d'aborder l'école. Et donc, toutes ces questions, aujourd'hui, ont une attention particulière du gouvernement. Vous verrez par exemple les moyens qui ont été déployés, mais mon collègue en reparlera tout à l'heure, et le niveau d'engagement financier, matériel, etc., où nous en sommes, nous en parlerons durant cette émission. Mais c'est une priorité importante. Il se trouve que la rentrée commence également presque au moment où nous sommes en train d'achever la procédure budgétaire pour l'année suivante. Et vous verrez que dans les différents agrégats, le poste de l'enseignement vient quasiment en deuxième ou troisième position dans les dépenses qui sont envisagées pour l'année suivante. Je m'ai taquiné mon collègue en disant que l'éducation nationale pèse aujourd'hui 195,5 milliards. Après, le volet social qui est à 445 milliards, c'est l'un des pôles d'investissement les plus importants. C'est un indice important sur l'importance que le gouvernement accorde à ce secteur de l'éducation. Alors, il ne s'agit pas simplement de dépenses liées, de dépenses de fonctionnement. Il s'agit également d'une part d'investissement important, parce que mon collègue l'a relevé tout à l'heure, notre système éducatif, les infrastructures ont beaucoup souffert également des aléas de notre vie. Il faut le rappeler souvent. C'est que si l'éducation au pôle où se trouve aujourd'hui, avec le diagnostic qu'on en fait, c'est aussi lié un peu aux tumultudes de notre vie politique, économique par le passé. Et que nous devons tirer les leçons pour que les investissements importants que le gouvernement est en train de faire ne soient pas remis en cause par de nouvelles attitudes ou de nouvelles incompréhensions sur ces terrains-là. D'accord. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai, on a compris, disons que nous n'allons pas dire que vous pesez lourd, mais on va dire que votre ministère, votre secteur pèse lourd. La rentrée, c'était le 2 novembre dernier. On a compris, nous sommes dans une situation particulière. Donc, disons qu'on a eu une rentrée atypique. Dites-nous, comment s'est déroulée justement cette rentrée-là? Je voudrais d'abord remercier tous les acteurs du secteur ou du système éducatif qui, par leur connaissance des hommes, des couloirs et leur hauteur, ont permis une rentrée réussie, apaisée. Et vous avez relevé la particularité de cette rentrée. Elle l'est au regard de la crise sanitaire que nous traversons. Pour autant, le gouvernement s'est montré très attentif devant la condition autant enseignante qu'apprenante. À ce titre, je pourrais rapidement égrener un certain nombre de mesures, notamment les mesures que je qualifierais de sociales, les mesures que je qualifierais de matérielles, et les mesures que je qualifierais de matérielles, qui ont été fournies ou mises à contribution par le gouvernement. Au titre des mesures sociales, ce n'est pas une nouveauté. Depuis 2008-2009, le gouvernement a déclaré ou décrété la gratuité
du préscolaire et du primaire. Et le gouvernement conforte cet édifice cette année par la suppression des frais d'inscription aux examens. Et le porte-parole du gouvernement rappelait dans son point de presse, les efforts réalisés notamment dans le cadre des cantines scolaires. Et aujourd'hui, nous avons 300 élèves qui bénéficient donc des repas servis au titre de la scolarité. Et toujours dans cette veine, quand on aborde les mesures que je qualifierais de matérielles, nous avons une rentrée atypique, particulière, spéciale, mais le gouvernement s'est distingué aussi en étant au service des apprenants et des enseignants. Et les tables bancs, le matériel informatique, les masques subventionnés, pour ne citer que ces efforts, participent donc de cette volonté de faire autrement l'école aujourd'hui au Togo. Et puis au titre de la condition enseignante, je crois que les EV ont été pris en charge, aussi modeste soit la contribution du gouvernement, et les EV qui les enseignants volontaires. Les enseignants volontaires qui ne possédaient pas des cartes d'électeurs, ils ont finalement été pris en compte dans le package. Et le gouvernement, malgré une conjoncture financière et économique difficile, n'a pas hésité donc à relancer le concours de recrutement des enseignants qui aura lieu le 12 décembre prochain. Et donc je crois que chacun doit croire en ce que nous faisons et soutenir le gouvernement. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez évoqué ou énuméré en quelque sorte certaines mesures prises justement pour une année scolaire réussie, on va dire. Alors on va essayer d'aller en détail. D'abord, cette année, il est question de désengorger les salles de classe pour permettre aux élèves d'être moins nombreux dans les salles, donc éviter la contamination et tout. Alors, dites-nous comment se passe ce processus-là. Alors, le double flux dans le but de désengorger les classes n'est pas systématique. Il faut dissocier les situations. Il y a une première situation où nous vivons la normalité scolaire. C'est-à-dire nous avons un effectif raisonnable dans les salles de classe et nous n'avons pas besoin de recourir au double flux. Maintenant, dans les situations où nous avons des effectifs pléthoriques, alors oui, le double flux s'applique. Et ce n'est rien d'extraordinaire. Prenons un exemple très basique où nous nous retrouvons avec 100 élèves dans une classe de 6e. Alors, on divise cette classe en deux, ce qui nous donne un effectif de 50-50. Alors, en fonction des salles de classe disponibles, et aujourd'hui, oui, je ne vous mens pas, on a un gap. Alors, on fait quoi? La première classe, donc, au titre de la division, la première classe, que je qualifierais de la classe A, fait cours la matinée, et la deuxième, que je qualifierais de la classe B, fait cours l'après-midi. Et la semaine qui suit, c'est l'inverse. Le groupe qui a fait cours dans l'après-midi fera cours dans la matinée et inversement. Et ce système de double flux a produit ses résultats. Parce qu'après 3 semaines de rentrée, personne ne crie au scandale par rapport à la gestion de cette rentrée. Maintenant, il y a eu des ratés, vous savez. Et ces ratés, parlons-en. Je vous ai dit, nous avons un manque d'infrastructures, ce qui justifie d'ailleurs que la déclaration de politique générale et la feuille de route du gouvernement ait pris soin de mettre l'accent sur l'amélioration des infrastructures scolaires. Alors, les exemples qui ont été donnés, je dis, je ne les recuse pas, je ne les nie pas, mais en même temps aussi, il faut admettre que certains exemples sont liés simplement à des incompréhensions du personnel encadrant. Et monsieur le ministre, parlant de ces exemples, on peut citer, disons, cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux par rapport à cette école à Ségbé, où les élèves seraient sur des briques et en surnombre. Alors, vous êtes là avec nous ce soir, le Togolais pourrait mieux comprendre ce qui s'est passé. Écoutez, l'exemple de Ségbé que vous remettez en actualité est vrai.
Mais en même temps, on aurait pu, ou on avait tous les moyens pour éviter une telle situation. Parce que parallèlement aux briques qu'on nous a montrées, il y a la construction des classes qui est effective ou qui se déroule actuellement en parallèle. Alors, ce qu'on demandait, c'est pour ça que je reviens sur le double flux, il suffisait, puisque la classe qui a été au cœur de cette propagande, cette classe a au moins le privilège d'avoir 2 instituteurs. Et il suffisait de diviser cette classe en 2 et que l'un des instituteurs récupère la première classe et l'autre, dans la matinée, l'autre, la seconde institutrice, dans l'après-midi, la seconde classe. Donc, au fond, c'est une incompréhension du personnel d'encadrement de cette école qui a été à l'origine de cette situation. Je ne dis pas que nous n'avons pas de problème de salle de classe, mais ne faisons pas de fixation sur le cas de Ségbé, qui constitue une goutte d'eau dans la mer. D'accord. Alors, Monsieur le ministre Trivoire, il faut reconnaître que cette situation, vu que les réseaux sociaux, l'information, ça part très vite. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça, mais nous, on se dit qu'il y a eu un souci. Alors, est-ce qu'il y a eu peut-être un souci de communication entre le gouvernement et peut-être le corps enseignant avant le début de la rentrée, pour leur expliquer justement, disons, le fonctionnement de ce processus de double flux? Non, si vous reprenez un peu les explications que le ministre des Enseignements vient de donner, et j'avais retracé rapidement l'historique des premiers dialogues qu'il y a eu. Il y a eu, il le confirmera lui-même, beaucoup d'informations à l'égard, vis-à-vis des enseignants, du personnel encadrant, des parents d'élèves. Encore une fois, gardons à l'esprit que nous sommes dans une situation qui est atypique. On n'est pas dans une année scolaire normale. Déjà, dans une année scolaire normale, hors Covid, nous avions déjà le défi des infrastructures, puisque le gouvernement a lancé un programme d'infrastructure, mais il y a encore un temps de maturation pour que ça se réalise. Je dis encore une fois que malheureusement, notre pays est passé par des moments politiques très difficiles qui font que l'investissement dans tous les secteurs sociaux a été gelé pendant longtemps. Donc 15 ans on a beau dire qu'il ne faut pas ramener tout à l'histoire politique, mais nous payons aujourd'hui les problèmes que nous avons connus il y a 15 ans. Et il y a toujours un décalage dans le temps entre le moment où le problème se produit et le moment où on vit les conséquences. Et donc, d'une certaine manière, l'année étant en plus exceptionnelle, avec le défi normal qui existait sur les infrastructures, une communication a été faite là-dessus. Le collègue évoquait tout à l'heure le fait que probablement le message n'est pas très bien passé auprès de certains enseignants, mais je voudrais surtout attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut que chacun s'invente, et s'invente bien, en tenant compte des questions de dignité. L'exemple qu'il donne encore, sans faire de fixation sur Ségbé, au lieu de faire 2 classes parallèles dans les mêmes horaires, il me semble qu'on aurait pu très bien inventer un système dans lequel on occupe des locaux qui sont disponibles, quitte à le faire à tour de rôle. On n'était pas obligé forcément de mettre des briques en place. Alors une fois encore, on n'accuse pas le personnel qui l'a fait, mais il me semble que les parents d'élèves, les enseignants doivent aussi s'inventer en tenant compte du critère de la dignité de nos enfants, critère du personnel qui est disponible, qui doit aussi travailler dans des conditions décentes et faire au mieux. Le ministre, depuis Lomé, ne peut pas gérer tout ce qui se passe dans tous les hameaux du Togo. Ça, c'est une réalité concrète. Et on ne peut pas tout ramener non plus à la responsabilité ni des dirigeants, ni des ministères, ni des responsables pédagogiques ou des directeurs régionaux. Ils sont directeurs dans une région. Après, il y a un chef d'établissement. Et ce chef d'établissement doit prendre les initiatives nécessaires en tenant compte de ces critères importants de dignité, aussi de travail dans un environnement acceptable, en tenant compte des contraintes que nous avons. D'accord, mais Monsieur le ministre, il faut reconnaître que lorsqu'il y a dysfonctionnement ou il y a un problème, par rapport à ce qui s'est passé, on ne tient pas rigueur aux responsables de l'établissement, mais on parle peut-être du ministre, du gouvernement et ainsi de suite. C'est vrai, et puis les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vrai, amplifient le phénomène. Vous savez, en même temps que nous sommes dans une situation que nous évoquons sanitaire qui est un peu difficile, nous devons faire appel à la conscience individuelle. C'est aussi ça la citoyenneté. La capacité à dire, voilà, nous prenons un exemple marginal à Ségbé, nous le diffusons sur tous les toits, nous donnons de notre pays une image délétère et nous donnons de nous-mêmes, les Togolais, une image délétère. Mais sur cette question-là, le Togo n'est pas le seul pays africain qui fait face à ce genre de défi. Tous les pays voisins ont les mêmes problèmes que nous et les traitent de la même manière que nous, avec parfois les mêmes erreurs
de traitement. Donc, il ne faut pas singulariser le Togo en donnant le sentiment que sur les 200 pays qui existent au monde, le Togo est le seul pays dans lequel ce genre de problème se présente. Mais nous devons faire preuve d'imagination, d'inventivité pour faire face à la situation, chacun à son niveau, de sorte que nous puissions maintenir véritablement la dignité de nos enfants. Parce qu'au fond, dans le problème de Ségué, ce n'est pas tant la brique qui est le problème, c'est le fait qu'on a le sentiment que la dignité des enfants a été atteinte. Qu'on mette des enfants sur voilà, des briques pour étudier. C'est plus ça. Mais en même temps, nous, en tant qu'adultes, nous devons voir quelle forme nous donnons aux initiatives pour que nous ayons moins cette incidence sur la perception que nous donnons de notre école. Alors, Monsieur le ministre Kokoko, et parlons justement des infrastructures. Alors, dites-nous, c'est vrai qu'on a compris que, enfin, on ne prend pas la décision et puis on exécute en même temps. Mais déjà, où en est-on avec le projet de construction de salles de classe? Parce qu'on a déjà fait près d'un mois après la rentrée. Alors, je vous ai donné un avant-goût en vous rappelant toutes les initiatives prises par le gouvernement pour consolider le système éducatif, les tables bancs, les masques subventionnés, School Assure, etc. Et revenant à la problématique des infrastructures, quand le béton va, tout va. C'est pour ça que le gouvernement en fait un de ses chantiers prioritaires. Et vous nous dites, on vient de passer un mois de rentrée, où en sommes-nous? Je crois que vous avez la réponse. Nous sommes en session budgétaire et le ministère de l'enseignement primaire et secondaire n'est pas du tout oublié. Et donc, le déroulé de ce que nous ferions sera visible en 2021. Et on nous parle de ce gros budget-là, de cette grosse enveloppe que le secteur éducatif aura, 195,5 milliards de francs CFA. Alors, on peut déjà commencer par avoir une idée de ce qu'on fera de ces fonds-là. Vous avez, autant vous nous parlez d'une grosse enveloppe, et je confirme, puisque ce sont des chiffres publics, mais vous avez aussi un ministère très stratégique, c'est-à-dire le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Et donc, quand on procède à un séquençage de l'enveloppe à laquelle vous attachez si tant d'intérêt, je vous dirais que nous avons déjà 4 grosses structures qui rentrent en jeu et qui méritent une attention particulière. Et le ministère, en tant que structure de pilotage de toutes les initiatives qui seront mises en œuvre. Donc, les 195,5 milliards, c'est d'abord dans le cadre d'un budget programme sur 3 ans. Donc, laissez-nous le temps. Laissez déjà le budget adopté et vous verrez ce que nous ferons autour des 2 axes au cœur de la politique ou de l'agenda du gouvernement, consolider les infrastructures d'accueil des apprenants et améliorer la qualité de l'enseignement. Oui, mais Monsieur le ministre, il faut également souligner que pour le financement, disons, de tous ces travaux, le gouvernement mise également sur le partenariat public-privé. Oui, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire, l'État ne peut plus tout faire dans un monde devenant de plus en plus difficile. C'est pour ça que je vous dis, nous reviendrons incessamment vers vous pour vous dire le montage contractuel qui régit ou régira la construction des infrastructures scolaires au titre du programme triannuel. D'accord. Alors, nous avons parlé justement, on a évoqué les infrastructures. Alors, revenons, qui dit éducation dit apprenant, mais également enseignant. Nous avons commencé la rentrée il y a quelques semaines. On a déjà vécu une grève des enseignants, une grève de 3 jours. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes là. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement entre le gouvernement et les enseignants? Les relations entre le gouvernement et les enseignants sont au beau fixe. Contrairement à ce que je peux lire par ici, par là. Et je crois que la question éducative doit être d'ailleurs placée au-delà des considérations politiques ou partisanes. Et il faut faire très attention parce que
l'avenir de nos enfants n'a rien en commun avec nos égarements, nos errements politiques. Alors, concrètement, vous avez évoqué la grève des enseignants. Sans faire offense à quiconque, la grève ou la cessation d'activité de certains enseignants. Et de quoi s'agit-il? Au fond, ce sont des incompréhensions qui méritent ici des éclaircissements. Nous l'avions déjà fait dans le cadre du dialogue ouvert avec tous les acteurs du système éducatif, et je tiens à le faire ici pour nos concitoyens. Le gouvernement et les acteurs du système éducatif ont signé le protocole d'accord du 19 avril 2018. Et ce protocole d'accord, contrairement aux idées reçues, a énormément apporté à la qualité de l'enseignant ou à la qualité du système éducatif. Parce que je veux rappeler ici que le statut particulier des enseignants est issu de ce protocole d'accord. La prime unique spécifique à la fonction d'enseignant en est également une résultante. La prise en charge des enseignants du confessionnel au préscolaire et au primaire en est une parfaite illustration de cet accord. Le remboursement aux ayants droit des précomptes au titre des cotisations à la CNSS et le recrutement de 5 000 enseignants parallèlement au recrutement périodique et aussi la fin de l'auxiliarisation sont des acquis de ce protocole d'accord. Ça, il faudrait d'abord le rappeler. Maintenant, de quoi s'agit-il au titre de nos incompréhensions? Au point 3 du protocole d'accord, il était convenu entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif d'améliorer la condition enseignante. En 2018, 1 milliard de francs ont été octroyés aux enseignants et ces 1 milliard ont été une allocation. Et sur décision souveraine du gouvernement, les 1 milliard ont été indexés au salaire. En 2019, 2 milliards ont été dégagés au profit des enseignants au titre de la prime d'incitation. Et ces 2 milliards n'ont pas été indexés. Et nulle part dans le protocole, il n'est question d'indexation de la prime. Alors, que demandent certains de nos syndicats? D'une part, que la prime de 2019, les 2 milliards, soit indexée comme au titre de la prime de 2018. Ça, c'est leur première revendication. Et la deuxième revendication, c'est qu'au titre de l'année 2020, les 2 milliards qui ne sont nullement prévus au point 3.4 du protocole d'accord, alors oui, certains des syndicats ont considéré que les 2 milliards de 2019 sont un acquis reconductible au titre de 2020. Alors nous nous sommes réunis, nous avons expliqué, nous avons décortiqué ce protocole d'accord en rappelant les dits, les non-dits et les clairs-obscurs. Et je crois aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qu'il n'y a plus de divergence d'interprétation au sujet du protocole d'accord. Certes, le gouvernement reste attentif à la condition enseignante. Et ce que veulent les enseignants, oui, c'est l'indexation, d'une part, et qu'au regard du contexte particulier sanitaire, que le gouvernement puisse leur venir en aide. Le gouvernement réagira en fonction aussi de ses capacités financières. Parce qu'au-delà du secteur éducatif, d'autres secteurs, notamment la gestion de la crise de la Covid-19, est au cœur des préoccupations du gouvernement. Et chacun d'entre nous sait aujourd'hui que nos marges financières ont été plus ou moins oblitérées par la Covid-19. Donc, Monsieur le ministre, quelle est la raison que le gouvernement donne aujourd'hui pour ne pas indexer les primes au salaire des enseignants? C'est que, on va dire que le portefeuille du Togo a été impacté par la crise sanitaire? Entre autres, vous savez, relisons finement le point 3.4 du protocole d'accord.
le point 3.4 du protocole d'accord dispose clairement que pour fixer la prime, il faut que les parties se retrouvent autour d'une table en tenant compte du budget affecté au secteur de l'éducation. Et ici, il n'y a pas que la prime qui soit au cœur de cette discussion. Ce sont l'ensemble des défis du secteur de l'éducation et les défis. Vous les connaissez plus que moi. C'est la problématique des infrastructures et c'est aussi la qualité de l'enseignement. Donc, c'est l'ensemble de ces points qu'il faut analyser et non circonscrire le débat à la question de la prime. Certes, je le rappelle, le gouvernement n'a jamais dit être contre une prime d'incitation à la fonction enseignante, mais soyons réalistes. Et je vous dis, quand vous prenez le protocole d'accord de 2018, la prime unique, spécifique, mais qui l'a payée? C'est le gouvernement. Et la prime d'incitation à la fonction enseignante, qui l'a payée? C'est le gouvernement. Est-ce que je voudrais dire ici, d'ailleurs, la prime unique spécifique à la fonction enseignante a été élargie même au personnel d'appui du secteur de l'éducation. D'accord. Alors, monsieur le ministre, disons que chaque année, au début de durant chaque année scolaire, nous vivons des perturbations, des grèves, et puis après des discussions, des tables rondes pour trouver des accords. Cette année également, avant cette grève, les enseignants lançaient les mots d'ordre et tout ça, donc on avait des alertes et tout. Pourquoi le gouvernement n'essaie pas de peut-être discuter avec les enseignants en amont, trouver des solutions avant le début de la rentrée pour éviter des perturbations à nos enfants durant l'année? Alors, mon collègue vous a expliqué déjà tous les dialogues qui sont en cours en permanence avec les acteurs de l'éducation. Parce qu'il y a les enseignants, mais il y a tous les autres acteurs aussi. Les parents d'élèves font partie de ces acteurs. Et il maintient constamment le dialogue avec eux. Alors, dialoguer, ça veut dire garder constamment le contact, se retrouver régulièrement autour des questions. Ça ne veut pas forcément dire s'entendre, hein, parce qu'on peut ne pas s'entendre, mais le plus important, et c'est à cela que le Conseil des ministres du 25 novembre dernier appelait encore, en disant qu'il faut maintenir constamment la discussion autour de ces sujets. Si nous prenons la question de la prime que mon collègue évoquait tout à l'heure, puisque l'accord ne dit pas que les primes sont systématiquement indexées, ça voudrait dire que la question de l'indexation doit sortir d'un accord. Il faut voir les prévisions du gouvernement, il faut voir les défis de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, on parle exclusivement des primes sur les réseaux sociaux, dans la presse, comme si c'était le seul problème de l'éducation. Mais en introduction de cette émission, vous-même, vous aviez posé la question sur les salles de classe, sur les conditions dans lesquelles nos enfants travaillent, sur les mesures sanitaires qui accompagnent la Covid-19 aujourd'hui, ne serait-ce que les masques, le gel, etc. Aujourd'hui, les tables bancs, on avait annoncé dans l'émission que vous avez évoquée que le gouvernement avait fait pour 300 millions de tables bancs plus 300 millions de matériel informatique. Ça fait partie également des défis. Aujourd'hui, nous allons vers une digitalisation de l'enseignement, un environnement numérique de travail qui est en train d'être mis en place et se développe. Ça fait partie également des défis. Et Covid-19 nous impose encore plus aujourd'hui d'aller vers ces évolutions. Donc, au fond, on a simplement le sentiment aujourd'hui qu'à chaque rentrée, le débat sur l'éducation est phagocyté par la question des primes des enseignants. Et c'est très réducteur. Alors peut-être aussi que c'est parce qu'avec l'abondance des réseaux sociaux aujourd'hui et les enseignants qui communiquent autour du sujet focalisent sur cet intérêt qui est leur intérêt premier, c'est un peu normal. Mais il est aussi important, je vous remercie de nous donner l'opportunité, à mon collègue et à moi-même aujourd'hui sur ce plateau, d'expliquer à l'ensemble de nos compatriotes que ce n'est que l'un des points auxquels nous devons faire face. Il y a la question, bien évidemment, de la prime, de l'incitation à la fonction enseignante, encore qu'aujourd'hui, un certain nombre de mécanismes d'incitation sont mis en place. On oublie souvent de rappeler qu'à diplôme égal, un enseignant est mieux traité que dans la fonction publique. J'allais évoquer cette sorte de discrimination entre les fonctionnaires. Alors, on peut le dire discrimination positive, puisqu'on est précisément sur l'incitation à la fonction enseignante et que des mécanismes sont mis en place pour ça.
Donc, la question ici n'est pas de nier le problème. Est-ce qu'on le traite pendant les vacances, avant la rentrée scolaire? Est-ce qu'on le traite en début de rentrée scolaire? Je pense que ce qui a choqué le plus nos compatriotes, c'est la précocité de la grève qui est énoncée dans les 15 premiers jours de la rentrée, dans un contexte particulier. Et vous voyez que sur ces 3 premières semaines, le ministre des Enseignements est sorti au moins 3 ou 4 fois déjà pour faire le point à la nation sur le sujet, faire le point au Conseil des ministres. Ça voudrait dire que la question est importante. Jamais, je pense, aucune rentrée n'a mobilisé autant un ministre des Enseignements sur le point de la communication, sur le point du dialogue avec les acteurs. Donc, il me semble qu'il est important que nous en prenions conscience et que nous ne ramenions pas le débat uniquement à cette question. Parce que même pour les enseignants, ce n'est pas une excellente chose. Ce n'est pas une excellente chose parce que ça donne le sentiment dans l'opinion que finalement, il n'y a qu'une sorte d'égoïsme sur leur... Alors, je dis bien encore, leurs revendications sont légitimes. Que l'on essaye d'avoir plus, c'est légitime. Maintenant, il y a un timing aussi à avoir. Est-ce que 3 semaines ou 2 semaines après la rentrée, est-ce qu'on peut bloquer un fonctionnement des établissements scolaires par un mot d'ordre de grève? Dans les 2-3 premières semaines d'une rentrée scolaire, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Donc, il ne s'agit pas ici de taper sur les enseignants pour dire qu'ils n'ont pas raison de réclamer ce qu'ils ont à réclamer, mais il me semble qu'à partir du moment où le dialogue est établi, que ces questions doivent se régler dans le cadre de ce dialogue permanent, plutôt que d'utiliser des moyens qui s'apparentent finalement à une espèce de chantage sur les parents d'élèves, chantage sur les élèves et puis chantage sur les autorités qui sont en charge de ce dialogue. Donc, nous appelons simplement tous nos compatriotes, y compris surtout les enseignants, à ramener les questions qui sont les leurs sur la table de la discussion avec le gouvernement et avec ceux qui sont chargés de ce dialogue-là, et non pas le déplacer sur des réseaux sociaux ou dans des espaces où on ne trouve pas la solution. Les réseaux sociaux sont peut-être disponibles pour relayer une frustration, mais les réseaux sociaux n'apportent pas la solution. Oui, justement, et donc, il faut faire en sorte qu'à parler avec les bonnes personnes, celles qui sont capables d'apporter la solution au problème. La polémique ne sert à rien, elle dessert tout le monde. Bon, monsieur le ministre, peut-être c'est parce que les enseignants se disent qu'ils ne sont pas compris par le gouvernement, donc autant déplacer la question vers les réseaux sociaux. Peut-être que lorsque les populations sont au courant, ça va inciter le gouvernement à prendre des décisions allant dans le sens de leurs revendications. Mais je vais vous dire, c'est pour ça que je disais que le dialogue il est intéressant peut-être de le faire sur le plan des réseaux sociaux, de tous les moyens de communication. Pour nous, c'est intéressant aussi, parce que finalement, on prend aussi d'une certaine manière la nation à témoin des efforts que le gouvernement fait. Je pose une question simple. Moi, je l'ai vu également en réaction sur les réseaux sociaux, peut-être comme vous, que certains se sont interrogés en disant, mais si nous donnons autant de primes et qu'en même temps nous parlons du chômage des jeunes qui ont envie d'enseigner, est-ce qu'il n'est pas opportun, probablement, d'utiliser ces primes pour recruter? Alors, c'est intéressant parce que le débat est allé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux apportent aussi leur questionnement à ce débat. Ça devient un débat public qui est intéressant. Mais il me semble qu'il faut quand même rester toute proportion gardée. Le bon débat technique, il se mène avec les acteurs qui sont capables d'apporter la solution. Aller sur les réseaux sociaux, dénigrer un ministre de l'Enseignement, dénigrer un ministre de l'Enseignement supérieur, attaquer un gouvernement sur les réseaux sociaux, ça peut amuser un certain nombre de personnes. Mais ça ne résout pas le problème. Le seul danger que ça peut créer humainement, parce que le ministre est un homme aussi, c'est de renforcer les frustrations et de le mettre en mauvaise disposition de discussion. Donc, d'une certaine manière, nous discutons avec des hommes et pas des machines. Et que leur sentiment peut compter, leur ressenti aussi peut compter. Il me semble que tous ceux qui négocient le savent. Et qu'il est important que même en déplaçant le débat sur les réseaux sociaux, il est important de mesurer les termes qu'on utilise pour le faire. Et qu'on reste dans des proportions où on ait envie de continuer à parler ensemble. Donc c'est important de le rappeler aux uns et aux autres. Portons le débat sur la place publique. Bien évidemment, il n'y a rien à cacher sur cette question. C'est une question qui est au cœur de la nation et c'est la raison pour laquelle vous nous appelez aussi aujourd'hui. Et donc, ça concerne nous tous. Il me semble qu'il est important de le faire, mais faisons-le en ménageant les susceptibilités des uns et des autres et en le faisant dans le respect, finalement, des uns et des autres. Voilà, et parlons toujours du respect, justement, des règles ou des normes, on va dire. Monsieur le ministre, dans un communiqué en date du 25 novembre, justement, vous rappeliez les règles. Les enseignants sont en grève, il est question qu'ils respectent un certain nombre de règles et de normes. De quoi il est question? Parce qu'il paraît que certains ont, disons, joué de leur autorité sur d'autres pour qu'ils aillent en grève. D'abord, je voudrais revenir un peu sur le cadre de dialogue qui régit les rapports entre le ministère et les acteurs du système éducatif. En rappelant simplement ici que la rentrée 2020-2021 a été une rentrée concertée. Le 26 octobre, la rentrée pédagogique,
Et le 2 novembre, la rentrée effective, ces 2 dates ont été déterminées d'un commun accord entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif. Vous voyez que nous ne gérons pas ce ministère en Jupiter. Et le dialogue et la concertation restent la doctrine de notre ministère. Alors, en évoquant la question de la grève ou de ma note de service, je crois que le droit de grève est un droit fondamental qui s'exerce dans le cadre des lois et qui le réglemente. Et toute république repose sur 2 piliers, la liberté et l'ordre. Alors les enseignants qui veulent se mettre en grève doivent le faire dans le respect des textes en vigueur. Et le décret du 28 août 2018, résultant d'ailleurs du protocole d'accord, pose le cadre des grèves en milieu scolaire. Et je renvoie simplement à tous ceux qui s'agitent sur le droit de grève, au titre 3 et à ces 2 chapitres, le chapitre 1, notamment les articles 80 à 86 et le chapitre 2, les articles 87 à 92, qui prévoient les obligations et les sanctions encourues. Alors, je ne m'oppose à aucun enseignant de recourir à la grève, mais sur la dernière grève, je vous dis simplement que ça n'avait pas lieu d'être. Et contrairement d'ailleurs à ce que l'on pourrait apprendre par ici ou là, que nous n'étions pas disposés au dialogue, nous avons gardé le fil de la discussion en permanence avec les syndicats. Et malheureusement, certains n'ont finalement compris que tardivement l'esprit et la lettre du protocole d'accord, notamment en son article 3.4. J'en suis heureux aujourd'hui pour eux. Continuons le débat, améliorons la condition enseignante et apprenante. Et votre note circulaire, c'était par rapport à certains chefs d'établissement qui auraient fait pression sur d'autres enseignants. Alors, je vous ai renvoyé au décret de 2018 qui prévoit les sanctions encourues par ces inspecteurs. Et s'ils persistent, ils seront sanctionnés. D'accord. Oui, monsieur le ministre. Peut-être sur le droit de grève, 2 mots quand même, très rapidement. Ce n'est pas spécifique au secteur de l'enseignement, mais globalement, et particulièrement dans ce secteur-là. Je crois qu'il faut être pragmatique. Le droit de grève est un droit constitutionnel. C'est vrai. Mais en même temps, c'est un outil de pression sociale, c'est vrai. Quand on est en discussion, quand on est en revendication, c'est un moyen de mettre la pression sur l'autre. Mais en même temps, il faut qu'on le fasse avec lucidité. Et en plus, dans le cadre des lois qui sont fixées, mon collègue l'a rappelé, si nous prenons dans le cas de l'éducation nationale, au fond, le droit de grève, il s'exerce sur qui? Il ne s'exerce pas sur le gouvernement. Regardez les années passées. Pour rattraper les temps de grève, le calendrier scolaire a dû être déplacé, condensé. Au final, vers le mois de mai, le mois de juin, quand on approche les examens, ce sont les enfants qui payent la facture de l'exercice anarchique d'un droit de grève. Donc, au fond, nous discutons aujourd'hui avec un gouvernement, avec des syndicats. Si nous déclenchons un droit de grève sans mesurer par rapport à ce que nous réclamons, est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est proportionnel, est-ce que nous pouvons le faire maintenant? Il y a une part de lucidité qu'il faut faire. Vous avez un outil entre les mains, c'est vrai, mais cet outil, c'est encore à vous de mesurer comment vous l'utilisez. Deuxième point, et ce que l'on reproche, ce n'est pas l'exercice du droit de grève. C'est le fait que pendant la grève, ou pour inciter à la grève, on fasse fermer des établissements scolaires, on fasse sortir des collègues et des élèves de leur salle de classe. Mais il y a le droit de ceux qui veulent gréver, il y a le droit de ceux qui ne veulent pas gréver. Peut-être qu'ils appellent à la solidarité. L'appel à la solidarité ne peut pas être forcé et ne peut pas être fait avec violence. Si vous avez un syndicat qui appelle à la grève, que d'autres syndicats n'appellent pas à la grève, que ceux qui sont non grévistes sont de ce syndicat et qu'ils considèrent qu'eux peuvent continuer à assumer leurs charges, qu'il y a les élèves, les apprenants qui sont présents, on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer le fait que des personnes viennent perturber le droit des non-grévistes. Il y a le droit de grève, il y a le droit de non-grève. Il faut le respecter. Mais en même temps, en étant aussi des parents, parce que ceux qui le font sont aussi des parents d'élèves.
qu'il mesure qu'aujourd'hui nous sommes au mois de novembre. C'est vrai, fin novembre, la fin de l'année est éloignée, mais tous ces décalages qui vont se faire, ces pertes dans le programme, dans l'avancement des programmes, vont se rattraper. Il y a un volume horaire minimum qui doit être respecté pour que les diplômes soient validés. Et que d'une manière ou d'une autre, à la fin de l'année, cela va s'accumuler. Nos enfants vont être mis sous stress pour rattraper dans un temps très court les temps qui ont été perdus en cours d'année ou en début d'année. Donc ne serait-ce que parce que nous avons le souci du bien-être de nos enfants, nous avons parlé en début d'émission de leur dignité, mais est-ce que ça vaut la peine que nous les stressions à ce point alors que nous avions un certain délai pour dispenser des cours de façon light et leur permettre progressivement d'assimiler au rythme de l'année scolaire qui a été pensé par des spécialistes, découpé en fonction des besoins et des temps de repos qui sont nécessaires, mais qu'enfin, par l'intervention régulière des mots d'ordre de grève, finalement, nous reportons la charge sur les enfants à la fin de l'année. Donc, faisons attention à cela. Ça amène aussi à la modification des méthodes d'enseignement, où de plus en plus, beaucoup de parents se plaignent de ce que l'on envoie beaucoup de polycopes aux enfants, les syllabus, les polycopes, on les appelle comme on veut, parce qu'on veut rattraper un temps de cours qui a été perdu, malheureusement, du fait d'un certain nombre d'interruptions liées à des réclamations. Et parce qu'on ne peut pas les rattraper, pour cocher la case programme fait, on balance des documents aux enfants. La question, c'est est-ce que les enfants ont la capacité d'assimilation de ces documents dans les délais qu'on leur demande de le faire, sans avoir un adulte, donc un enseignant, pour leur expliquer ce qu'on leur demande de faire. Nous bâclons d'une certaine manière l'éducation de nos enfants sur des réclamations qui, somme toute, vont trouver une solution. Nous avons fait des grèves, la question des primes va se résoudre d'une manière ou d'une autre. Si elle ne se résout pas fin novembre, elle se résoudra en décembre, en janvier ou en mars. À un moment ou à un autre, on trouvera une solution. Seulement, le temps perdu, lui, ne se rattrapera pas. L'année n'est pas indéfiniment extensible. Donc, il faut en tenir compte, ne serait-ce que pour le bien-être de nos enfants, et faire en sorte qu'un adulte responsable, disposant, c'est vrai, d'un droit de grève, que nous en usions sans en abuser. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, évoquons l'autre, disons, disposition déjà en cours dans le secteur éducatif, la gratuité de l'école au préscolaire, au primaire. Le problème, qu'évoquent les enseignants, il paraît qu'il y a un budget qui leur est alloué pour qu'ils puissent s'équiper en matériel, en fait, parce qu'il y a gratuité. Donc, il faudrait que l'État subventionne le fonctionnement des établissements. Mais certains enseignants se plaignent du retard du décaissement de ces budgets-là. Est-ce que ces enseignants exagèrent ou le problème, il est réel? Madame Anita, d'abord, le mandat social du président de la République est une réalité, puisque vous-même, vous venez de le confirmer par la gratuité de l'école primaire et du préscolaire. Alors, des enseignants, j'ai vu ce débat très biaisé, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de craie dans les salles de classe. Ayons de la hauteur, et tout système peut connaître des difficultés. Alors, la gratuité, c'est depuis 2008-2009. Est-ce que la question des boîtes de craie s'est toujours posée d'année en année? Je n'y crois pas. Alors, pour vous dire simplement que ce que nous essayons de faire est très salutaire pour la gouvernance tant réclamée, pour la bonne gouvernance tant réclamée par nos concitoyens. Qu'est-ce que nous avons planifié au titre de cette rentrée? Nos écoles, avec la crise de la Covid, ne se limitent pas aux achats des lave-mains. Oui. Alors, nous avons proposé un deal aux différents niveaux scolaires. Au préscolaire et au primaire, oui, que les ristournes du fonds gratuité soient utilisés pour gérer les urgences de la rentrée. Au secondaire 1 et au secondaire 2, les frais d'inscription, non pas aux examens, mais les frais d'inscription, les frais de scolarité, soient aussi utilisés pour parer aux urgences. Alors, qu'il y ait eu des retards dans le virement, oui, ça je confirme, qu'il y a eu des retards dans le virement des fonds, je crois qu'il suffisait de remonter cette information et nous pourrions préfinancer.
préfinancé, si ce n'est que des histoires de craie et autres, je ne pense pas que le Togo soit ou sera aux abonnés absents. Non, n'exagérons pas les faits, n'exagérons pas ou ne grossissons pas les traits sur les problèmes qui peuvent trouver solution aussi facilement que possible. D'accord. Et Monsieur le ministre, cette année, enfin, l'autre bonne nouvelle, entre griffes, c'est justement l'annulation des frais d'inscription aux différents examens nationaux. Alors dites-nous, est-ce que c'est une mesure conjoncturelle liée à la pandémie ou elle est définitive, elle est durable? Le mandat social du chef de l'État a un visage. Et cette mesure rentre désormais dans les mœurs éducatives togolaises. D'accord. Alors elle est structurante. D'accord. Mais dans certains établissements, surtout privés, les parents ont déjà payé ces frais-là. Alors, quels sont les est-ce que le gouvernement prévoit des dispositions pour permettre à ces parents de retrouver leurs fonds ou qu'on leur retourne leur... Une autre circulaire a été prise en ce sens, demandant que ceux qui auraient déjà payé soient remboursés. Et ça se fera. Et si ces établissements ne le font pas? Je vous dis, ça se fera. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, on parle de gratuité. Il y a la gratuité au préscolaire, au primaire, mais à quand la gratuité, disons, de toute l'école au Togo, en fait, on va dire, au secondaire? Alors, je crois que vous posez à la mauvaise personne. C'est Non, peut-être à lui de mais vous répondre à la êtes le question. porte-parole du gouvernement, mais... Alors, il me semble que la mesure est en réflexion. Elle viendra. Vous parlez surtout des lycées, puisqu'aujourd'hui, nous avons déjà au collège. Et pour boucler toute la boucle, on le fera bien évidemment au lycée. Mais la réflexion est en cours, parce qu'il y a bien évidemment un calibrage à faire. Mais mon collègue est le mieux placé pour vous donner plus de détails sur le sujet. Alors, bon, Monsieur le ministre, alors... Autant sur ce sujet la réponse... qui est au cœur des préoccupations du gouvernement. Il y a déjà un saut qualitatif. Essayons déjà de trouver les mécanismes de compensation et on déroulera le reste de l'agenda au fil des prévisions budgétaires. D'accord. Et Monsieur le ministre, nous avons parlé de, disons, de la situation des enseignants aujourd'hui, on va dire des anciens enseignants. Alors, et les nouveaux qui arrivent, quel sort leur est réservé? On prendra en compte toutes les revendications de ceux qui sont déjà là pour leur faire leur situation? Vous posez une belle question. Et je crois que dans votre rhétorique, il y a toujours la notion de solidarité. Et la solidarité, elle doit être à la fois verticale et horizontale. Le gouvernement vient de démontrer toute sa disponibilité à accompagner le secteur éducatif par l'organisation du prochain concours qui aura lieu le 12 décembre. Et vous vous posez à bon droit des questions fines. Vous posez des questions fines sur le sort des enseignants qui seront nouvellement recrutés. Alors, je crois qu'il faut inscrire désormais le recrutement des enseignants dans un processus d'amélioration de la qualité du système éducatif. Ils seront recrutés, ils seront formés, comme ceux qui l'ont été au titre de l'enseignement technique et professionnel. Alors, vous-même, vous constatez finalement que en recrutant plus de 2000 enseignants, il faut que l'effort financier soit partagé. Donc, ceux qui ont déjà des acquis peuvent s'en contenter et permettre à ce que ces recrues puissent permettre au système de mieux fonctionner. Alors, vous dites quel sera leur sort? Ils seront traités au même titre que les enseignants déjà en poste, puisque les enseignants ont un statut. Mais nous mettrons l'accent sur plus de formation tout au long de la carrière. Et ça, je crois que c'est une nouveauté qui n'est pas proclamatoire, puisque pour cette rentrée, les enseignants ont été formés avant de rentrer en présentiel. Et donc, les recrues du prochain concours ou les lauréats du prochain concours vivront les mêmes choses et bénéficieront des mêmes avantages. Et parlant justement des avantages, moi je voudrais revenir sur un fait, c'est que
disons, les enseignants, le salaire de l'enseignant togolais aujourd'hui, il est considérablement en hauteur que celui d'un fonctionnaire lambda. Comment cela se fait-il? Est-ce que c'est pour nous pousser, nous tous, à être des enseignants ou, Monsieur le ministre? Écoutez, vous nous posez une question provocatrice. Je crois que le gouvernement est très attentif à tous les secteurs sociaux du pays. Et le secteur éducatif dispose de statuts particuliers qui justifient ces avantages que vous qualifiez, que vous relevez. Mais en même temps aussi, les autres secteurs en bénéficient. Et raison d'ailleurs de plus pour que les collègues enseignants prennent de la hauteur par rapport à leurs revendications. Moi, ce n'est pas de mon ressort ici de donner le salaire des enseignants, mais je crois que de 2010 à 2020, à l'heure où nous échangeons, je crois qu'il y a eu une nette amélioration de la condition enseignante. Oui. Et ça, ce sont des acquis. Essayons déjà de les pérenniser pour consolider le système qui, quand même, a des problèmes que personne ne peut aujourd'hui nier. D'accord. Et toutes ces dispositions, Monsieur le ministre, les dispositions prises, la gratuité et tout ça, mais on comprend que ça a une incidence plus sur l'enseignement public. Alors, que dit-on de l'enseignement privé et confessionnel? Est-ce que le gouvernement y réfléchit? D'abord, je voudrais rappeler un préalable qui consistera à ne pas avoir un regard marchand sur les établissements privés. Parce que de façon caricaturale, il y a cette tentation à dire c'est du business et autres. Je peux vous assurer que les établissements privés contribuent, d'abord assurent une mission de service public et contribuent énormément à la formation de nos enfants. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait et qu'est-ce que le gouvernement ne fait pas? D'abord, à ce niveau également, les établissements privés sont aidés par le gouvernement. Vous savez, au niveau, par exemple, de l'enseignement confessionnel, conformément au protocole d'accord de 2018, les enseignants du préscolaire et du primaire sont pris en charge par l'État au titre d'une subvention qui leur est allouée annuellement. D'accord? Ce que je dois vous rappeler aussi, c'est que le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat met à la disposition des établissements privés des enseignants du public. Ce n'est pas rien. Et les formations déroulées par les inspecteurs du secteur public associent des enseignants du privé, tout autant que les visites des inspecteurs pour s'assurer de la qualité de l'enseignement. Et puis, vous savez que c'est l'État qui octroie l'agrément d'ouverture à travers les commissions de permis d'ouverture. Donc, il y a un travail qui se fait, il y a une aide qui se fait, et je crois que dans le cadre même de la Covid-19, le gouvernement s'est distingué en faveur des établissements privés par la défiscalisation et la désocialisation des charges. Mais ces efforts ne peuvent pas être continuels, puisque l'État vit aussi des impôts. Donc, ce sera au cas par cas. Maintenant, on pourrait faire mieux. Oui. Aujourd'hui, je crois que nous n'ayons pas le débat derrière toute cette contribution utile à la consolidation du système éducatif. Il y a des gaps, il y a des dysfonctionnements. Et il nous faudrait aller vers un organe de régulation des établissements privés. Et ce qui fait aussi la faiblesse du système privé, on doit y arriver. Et je crois que le ministère de la fonction publique y travaille durement là-dessus. C'est un salaire minimum appliqué aussi aux enseignants intervenant dans les établissements privés. Donc voilà un peu comment je
pourrait voir les choses. Et puis, aujourd'hui, évoquer la qualité du système éducatif, c'est envisager aussi des réformes structurantes, notamment la réforme des écoles des instituteurs, tout comme de l'école normale supérieure. Et au titre de la réforme des ENI, il me semble aujourd'hui que le format qui est dans les tuyaux consisterait à avoir un vivier de compétences prêtes à être utilisées dans le cadre des concours que l'État organiserait. Et les privés, ils seront aussi assujettis à ce vivier. C'est-à-dire vous recrutez désormais des enseignants qui ont été préalablement formés dans les ENI et qui ont donc les compétences et les outils nécessaires pour être des enseignants. D'accord. Ah oui. Si vous me permettez, peut-être juste rajouter, pas sur l'enseignement privé spécifiquement, mais vous aviez évoqué la différence de traitement qu'il y a avec l'enseignement et la fonction publique en général. En fait, il faut quand même reconnaître que le travail d'enseignant n'est pas un travail facile. Le nôtre non plus. Hein, je suis totalement d'accord avec vous. Mais il faut mesurer que quand nous sortions de nos premières crises dans les années déjà à partir de 2000-2005, il y a eu une vraie perte de vocation dans l'enseignement. À un moment donné, l'enseignement n'attirait plus des candidats. Et que pour recréer de la vocation dans l'enseignement, le gouvernement a dû créer les moyens de l'attraction de la fonction. Un enseignant, il fait quoi? Il fait de la recherche. Après l'avoir fait de la recherche, il fait de la préparation de son cours. Après avoir fait la préparation du cours, il doit le délivrer aux apprenants. Après l'avoir délivré, il doit faire le suivi et l'évaluer, et puis à côté, assumer des charges administratives. Donc au fond, personne ne dit que la fonction, le travail des enseignants est un travail facile ou un travail banal. Il faut bien reconnaître qu'il s'agit d'une tâche importante et surtout d'une tâche de construction de l'avenir. C'est eux qui pérennisent quand même la fonction publique. Donc, toutes ces questions sont prises en compte par le gouvernement et qui expliquent toutes les concessions qui ont été faites dans le cadre du protocole d'accord dont le ministre avait parlé, toutes les questions liées au mot incitation à la fonction, quand on parle de prime d'incitation à la fonction d'enseignant, etc. Donc, on ne nie pas, si vous voulez, la quantité de travail que fait un enseignant. On ne nie pas la difficulté auquel il fait face. On ne nie pas la nécessité de l'accompagner. On dit simplement que dans le cadre dans lequel on évolue, naturellement, on ne peut faire que la politique de ses moyens et que finalement, quand un père a plusieurs enfants, que l'aîné soit plus en avant que les autres, il ne faut pas oublier les cadets. Et que vous avez évoqué vous-même naturellement, il n'y a pas que des enseignants qui sont fonctionnaires au Togo, il y a d'autres fonctionnaires également. Comme les journalistes et autres. Absolument, il y a de la santé, il y a dans toutes les autres fonctions. Et donc, à partir de ce moment, naturellement, les ressources dont dispose l'État doivent être réparties en tenant compte de toutes ces personnes-là. Donc, on ne peut pas tout donner à l'enseignant parce que c'est plus difficile ou parce que c'est un peu plus compliqué et dire qu'on oublie les autres secteurs d'activité de la fonction publique. Donc, c'est pour ça que le débat avec l'enseignement ou avec les enseignants et les syndicats doit prendre en compte également le fait que nous sommes une nation composée de plusieurs de diversité et que toutes ces personnes concourent au travail. Si un fonctionnaire des finances ne signe pas l'engagement du budget, l'enseignant ne perçoit pas son salaire. Donc si lui, il est maltraité dans son point parce qu'il est aux finances et qu'il est un fonctionnaire et qu'il n'est pas enseignant, naturellement, même l'enseignant lui-même ne peut pas avancer. Si celui qui doit signer les marchés pour la construction des classes ne les signe pas, il n'y a pas de salle de classe construite. Et inversement, donc on ne peut pas ramener tout le débat national uniquement au débat sur le statut de l'enseignant. Il y a tout un pan de la fonction publique également qui doit être pris en compte et nous avons abordé les accompagnements nécessaires au secteur privé. Vous avez évoqué les PPP, on est passé très rapidement là-dessus. Pourquoi on va vers les PPP comme mécanisme d'aide au financement d'un certain nombre de constructions de salles de classe ou des établissements de santé? C'est que le secteur privé a une vocation à également accompagner l'État dans ces éléments-là, qui sont considérés traditionnellement, une salle de classe n'est pas forcément considérée comme un outil rentable. Donc attractif pour le secteur privé. L'État doit créer les conditions pour que le secteur privé investisse quand même dans la salle de classe et y trouve son compte. Mais en ce moment, il soulage un peu les financements que l'État doit y mettre de façon directe, de sorte qu'on puisse dégager cet argent pour faire autre chose dans lequel le secteur privé, lui, ne peut pas mettre de l'argent. Donc l'un dans l'autre, la gestion d'un gouvernement tient compte de tous ces équilibres-là, qui fait que nous ne pouvons pas, tout en reconnaissant les efforts, nous ne pouvons pas dire, voilà, nous allons vous donner plus que nous pouvons donner à tous les autres, parce qu'il y a une répartition quand même équitable qu'il faut faire en tenant compte de l'ensemble des charges auxquelles nous devons faire face. D'accord. Et Monsieur le ministre, parlons des autres dispositions, la prise en charge sanitaire des élèves. On a parlé de School Assure. Aujourd'hui, qui bénéficie de School Assure? Alors,
La vocation du programme School Assure est d'abord de permettre l'accès aux soins aux élèves et de l'autre aussi de prendre en charge la responsabilité civile des établissements scolaires. Voilà. Alors, qui bénéficie au titre de chaque année avec le ministère de l'inclusion sociale, des documents sont envoyés aux établissements et les élèves remplissent. Là, je crois que la date butoir serait probablement la semaine prochaine, le mardi. Donc, nous devons retourner les documents à la structure qui gère le projet pour faire le tri. Okay. Donc, il y a des gens qui sont éligibles, et il y a des élèves éligibles. Alors, actuellement, nous avons 1 916 511 élèves pris en charge par School Assure. Sur les 2 500 000. Et ce que nous essayons de faire cette année, c'est que les documents puissent accéder à tous les élèves et que les diligences soient faites et que les documents soient renvoyés. Donc au fond, le programme reste assez ouvert, mais il faudrait que les informations demandées soient renseignées et analysées. Et tel n'est pas le cas d'année en année. Et donc nous devons être plus pédagogiques, être plus diligents pour pouvoir transmettre les documents, les fiches à remplir à temps et que ces fiches soient traitées. Et si les fiches sont bien traitées, la vocation du programme, c'est d'aller vers la prise en charge intégrale de tous les élèves. Oui. Peut-être sur School Assure, pour compléter ce que vient de dire le ministre des Enseignements, c'est un programme présidentiel, bien évidemment, qui est financé par la présidence de la République togolaise et qui vise à prendre en charge, comme il a dit, la santé des enfants, des élèves et puis la responsabilité civile. Le ministre a évoqué les formulaires. Il est important, c'est vrai, ce sont les enseignants qui renseignent les formulaires. Mais je voudrais vraiment encourager les parents d'élèves à s'assurer que leurs enfants y figurent. Alors, ce programme, vous avez parlé de l'éligibilité, c'est tous les enfants des établissements publics, de l'école primaire, du collège et des lycées, qui sont inclus, de tous les établissements publics. Le ministre a donné 1 900 000 et quelques. Bien évidemment, c'est parfois parce que certains parents n'ont pas fait le suivi ou que certains ont omis d'inscrire leurs enfants que les enfants n'en bénéficient pas. Ce n'est pas parce que les enfants ont été exclus par le programme. Donc, il est important de s'assurer que son enfant est bien inscrit sur ce programme. Pourquoi ce programme? Il est intéressant parce que quand votre enfant est inscrit sur le programme, quand il est malade ou quand il a besoin d'une consultation, il va dans le centre médical le plus proche, établissement public, il est pris en charge, il ne débourse pas un franc. Il est soigné, il repart, les mains dans les poches. C'est l'établissement de soins qui renvoie la facture au programme School Assure qui fait les paiements. Donc vous n'engagez pas de frais, vous n'avancez pas, ce n'est pas exactement comme INAM où vous payez, vous faites rembourser. Ici, vous allez, vous êtes soigné, vous repartez sans engager un franc. Parce que vous avez rempli le formulaire. Le formulaire que dans le système, l'établissement, quand vous arrivez chez le médecin, il y a un numéro sur lequel il vérifie votre matricule. Donc en tapant ce numéro, matricule de l'enfant, sur un système, alors, je ne sais plus trop le numéro, c'est 10, 900 et quelques, qu'il tape sur son niveau, il sait automatiquement si l'enfant est inscrit dans le système. Donc ça lui permet, lui, d'engager les soins, de les faire, et ensuite l'établissement renvoie la facture au programme qui paye. Donc c'est très intéressant, et comme ça couvre le primaire, le collège et le lycée, finalement votre enfant a une assurance maladie qui couvre toute sa scolarité, au moins jusqu'à l'université, donc d'une certaine manière jusqu'à sa majorité. Parce que si on considère qu'on a le bac autour de 18 ans à peu près, vous êtes sûr que votre enfant est pris en charge sur tout le système s'il est dans un système, dans des établissements public. Donc c'est intéressant parce que, vous avez vu, le dernier Conseil des ministres va vers une assurance maladie universelle pour l'ensemble des Togolais. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que si tous les parents font le geste qualitatif, que les établissements font le suivi, au moins pour la part des élèves qui vont dans les établissements publics, cette assurance, elle est déjà acquise. Donc c'est un volume qui est déjà capitalisé, sur lequel maintenant nous faisons les efforts. Une démarche pour l'extension d'INAM avait commencé avec les étudiants, donc ça va se poursuivre sur ce terrain. Donc nous sommes sûrs que quand vous prenez votre scolarité sur toute la ligne, au moins pour ce qui concerne la santé, vous n'avez plus de charges à assumer en tant que parent d'élèves là-dessus. Donc c'est important de suivre ce mécanisme et de le suivre avec les établissements, parce qu'avec les effectifs qu'ils gèrent, ça peut arriver bien évidemment qu'il y ait une ou deux omissions
dans le traitement des dossiers. D'accord. Vous le remarquez alors finalement, nos responsabilités sont partagées. Oui. L'éducation, c'est la famille qui la donne. Et l'enseignement, c'est l'État qui le doit, en tenant compte des circonstances. Alors, monsieur le ministre, est-ce que c'est le même procédé, c'est la même procédure pour les cantines scolaires? Alors, c'est pas le... On ne remplit pas de formulaire Non, pour... on ne remplit pas de formulaire. Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, nous avons pris des établissements types qui servent de référentiel. C'est pour ça que je vous disais à l'entame de mes propos que pour la rentrée 2020-2021, nous attendons 100 000 élèves pour les repas, ce qui avoisine pour un coût de 2 milliards 5 millions de francs CFA, et qu'en 2022, nous attendons 300 000 élèves pour un coût de 7 milliards 800 000 francs. Donc, à ce niveau également, je crois que... Mais sur quels critères ces établissements ou bien les bénéficiaires des cantines scolaires ont été choisis? Nous avons énormément tenu compte des zones de vulnérabilité. Donc, les clés de répartition ont été dégagées entre le ministère du Développement à la base et le ministère des Enseignements primaires et secondaires. Donc, on ne peut pas prendre tout le monde en charge aujourd'hui. Mais pourquoi pas, monsieur le ministre? Nous sommes tous vulnérables. Vous savez, je viens de vous donner des chiffres qui démontrent toute la disponibilité sociale du gouvernement. 2,5 milliards au titre de cette année, sans compter tout ce que nous mettons dans School Assure, les masques subventionnés, les tables bancs, la construction des infrastructures. Et vous-même, vous le dites si bien, l'école ne peut pas tout prendre. Il y a d'autres secteurs aussi prioritaires dans l'action, au titre de l'action publique. Monsieur le ministre, on réfléchit à étendre la couverture maladie, mais il faut réfléchir à étendre également les cantines scolaires, ne serait-ce, même si ce n'est qu'au primaire, à tous les élèves, parce que bon... Oui, bon, les cantines scolaires, le ministre de l'Enseignement l'a évoqué tout à l'heure. Au début, c'était un programme pilote qui, progressivement avec le concours du développement à la base, a commencé à s'étendre. Comme tout programme qui débute, naturellement, on prend les zones les plus vulnérables, les plus sensibles, les plus pauvres avant, pour faire la prise en charge. Le programme s'étend au fur et à mesure. Mais il y a une dimension nouvelle qu'il faut intégrer, puisque depuis 1 an, nos communes sont effectives. Les établissements scolaires, notamment ceux du primaire, rentrent dans le panier des communes. Naturellement, ce programme a vocation à s'arrimer également à la décentralisation, donc appeler une part d'investissement des collectivités locales. Mais encore, elles sont jeunes, elles sont en train de faire leur première année d'expérience, et donc d'une certaine manière, la discussion va se poursuivre donc, avec les collectivités locales pour voir comment est-ce que dans certaines communes qui sont capables d'assumer, ou pour un certain nombre d'établissements par commune, le développement à la base, le ministère des Enseignements et les collectivités locales vont pouvoir également étendre le programme à ce niveau. Le secteur, si on prend l'éducation privée, il y a un certain nombre d'établissements privés qui, eux, ont déjà des cantines intégrées dans leur fonctionnement. Donc, on n'aborde pas énormément ce côté-là. Donc, sur les établissements publics, le programme a vocation à s'étendre, mais à un rythme qui tient compte également, naturellement, de la vulnérabilité des zones en priorité. D'accord. Et monsieur le ministre Kokoloko, on parle également... Alors, pour vous donner un chiffre simplement là-dessus, jusqu'au mois de février dernier, c'était presque 73 millions de repas qui ont été servis par ce programme depuis sa création. Vous voyez, le volume est important. Quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est 2 ou 3 établissements qui en profitent, mais c'est 73 millions de repas que nous avons servi quand même dans notre pays à des enfants. Alors naturellement, il faut l'étendre bien évidemment aux autres, mais ça va se faire à son rythme et au fur et à mesure. D'accord. Monsieur le ministre, je voulais justement évoquer l'environnement numérique au travail. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, ce que nous essayons ce que nous appelons environnement numérique du travail, c'est en lien avec la digitalisation. Et aujourd'hui, nous voudrions démocratiser l'accès aux sources d'information, aux sources éducatives. Et l'opération consisterait donc à développer des ressources éducatives et à pouvoir les mettre autant à la disposition des enseignants, tout comme des apprenants. Alors, la difficulté, vous nous parlerez rapidement de la connectivité. Oui, nous réfléchissons à un système aussi qui serait hors connexion, mais accessible
aux élèves. Et ça se fait déjà. Et le Togo peut se distinguer aussi sur ce terrain, car les réflexions sont en cours. Monsieur le ministre, c'est faisable. Enfin, c'est vrai que c'est une idée, c'est un projet, mais vu que déjà aujourd'hui, on n'a pas accès à l'Internet, à la connexion. Hein, moi, je viens de vous dire que nous n'axons pas tout sur la connectivité. Bon. On peut développer des ressources éducatives dans le cas des environnements numériques du travail en hors connexion. Mais les ressources seront accessibles et disponibles. D'accord. Voilà. Donc, vu que vous nous avez promis revenir sur ce plateau après quelques temps pour faire encore le point, je vous reposerai la même question très très bientôt. Je vous rassure que la digitalisation sera une réalité dans le système éducatif. Monsieur le ministre, je vous prends à témoin. Mais, oui, je suis d'accord là-dessus parce que aujourd'hui, Internet est un véritable enjeu dans notre pays. Hein. Nous entendons les insatisfactions de nos compatriotes là-dessus. Oui. Et naturellement. Et l'actualité aujourd'hui, c'est justement cette insatisfaction. Absolument. Mais naturellement, on ne peut qu'interpeller aujourd'hui tous les fournisseurs d'accès Internet, les sociétés de téléphonie, à tirer les conséquences de l'annonce faite par le gouvernement sur l'axe 3 de sa feuille de route qui dit moderniser le Togo, c'est-à-dire introduire de la digitalisation dans le fonctionnement des services publics, mais de l'enseignement. Un secteur comme l'enseignement est un client très important. Et il me semble d'ailleurs qu'au-delà de l'aspect simplement social ou éducatif, même ces sociétés devraient réfléchir à une nouvelle politique commerciale, parce que vous avez un volume d'utilisateurs qui vont être non plus aujourd'hui facultatifs, mais qui progressivement n'auront même pas le choix. Et parce qu'un certain nombre d'enseignants vont être délivrés par Internet ou par des mécanismes numériques ou digitaux, que ce soit en connexion ou hors connexion, et qu'il y a, à mon avis, au-delà simplement de la mise à disposition d'un outil, il y a aussi peut-être une stratégie commerciale à envisager sur la question, en tenant compte naturellement du caractère social et de la vocation éducative de ce sujet-là. Donc, on devrait, tous les acteurs à leur niveau, doivent tirer les conséquences de ce que Madame le Premier ministre a annoncé dans sa déclaration de politique générale et voir comment ils mobilisent de leur côté pour pouvoir atteindre cet objectif commun. Mais vous noterez qu'aujourd'hui, le ministère chargé de l'économie numérique et de la transition, de la transformation digitale a commencé à travailler énormément sur le sujet, de sorte à amener ces sociétés-là à pouvoir penser un accès à Internet qui soit accessible et à moindre coût pour nous tous. D'accord, mais nous attendons de voir... Alors, qui parle d'éducation parle également et des enseignants et des enseignants, mais surtout des parents d'élèves. Alors, nous avons promené notre caméra et notre micro, justement, chez certains parents d'élèves, justement. Nous avons recueilli leur impression, leurs souhaits pour cette année scolaire qui débute. Nous écoutons ces parents d'élèves et nous revenons sur ce plateau. L'avenir des enfants est très important. Bon, chez nous, il y a un adage qui dit là où deux éléphants se battent, c'est les herbes qui sont là-bas qui vont souffrir. Si le courant ne passe pas entre les enseignants et le gouvernement, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Bon, les enfants ont bel et bien commencé et puis quelques jours, on les retrouve encore à la maison. Parce que les enseignants aussi réclament aussi certains droits. Il y a certaines indemnités qu'ils doivent avoir. L'année dernière et cette année, ils réclament cela encore. Donc il faut pourvoir à leurs besoins. Ce dont les enseignants ont besoin, il le faut pour l'avenir de nos enfants. Ce qui concerne le respect des mesures barrières et autres, bon, là, ce serait un peu compliqué parce qu'il y a une classe où il y a peut-être des enfants de 60, 70 dans une même classe. Les enfants sont trop serrés. Bon, il faut revoir aussi ça. S'il faut un nombre le matin et un nombre l'après-midi, il faut savoir comment gérer ce sujet-là. Si les gens demandent, ou bien si ce sont des fonctionnaires, s'ils demandent quelque chose, on doit les satisfaire parce que ce sont eux qui forment l'avenir de demain. Donc pour les satisfaire, on ne peut pas on ne peut pas prendre ça comme une difficulté ou bien une exigence, non, c'est une obligation. Donc il faut les satisfaire, c'est très important, c'est très important. Oui. Parce que sans les enseignants, je ne pense pas que il n'y aura pas de relève dans les jours à venir. Premièrement,
c'est mettre en pratique ce que le gouvernement nous a obligés de faire. Laver les mains, porter des bavettes et aussi éviter de se toucher ou bien respecter la distanciation sociale dans les écoles, dans les cantines aussi. Donc les parents doivent tenir cette responsabilité à cœur pour pouvoir inculquer aux enfants pour une bonne éducation de leurs enfants et aussi pour une bonne santé de l'enfant. Tout a bien commencé, mais nous avons constaté le fait que les enseignants ont commencé par faire des revendications par rapport à plusieurs choses. Moi, j'ai fait un tour déjà dans une école, parce que je suis quelque part, j'ai fait un tour, on m'a appelé par rapport à mes enfants, et les enseignants disaient qu'ils n'ont pas de gel, ils n'ont pas des moyens pour se protéger. D'autres ont parlé également de leur salaire, et leurs revendications sont normales. Elles sont normales, et que si l'État ne fait rien, les enfants vont encore rester à la maison, et ceci va encore empirer la situation des élèves que nous avons aujourd'hui. La plupart des enfants qui sont au cours primaire, c'est très difficile. Quand vous les avez à l'école, c'est difficile qu'ils puissent se retrouver après ce long temps. Mais nous prions que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que si encore nos enfants reprennent le chemin de la maison, ça serait très difficile pour notre pays. Par rapport aux revendications, bon, moi je ne maîtrise pas exactement comment ça va être traité, mais nous prions que l'État puisse bien revoir la situation pour que les cours puissent reprendre normalement. Pour l'évolution normale des cours, nous avons vraiment à solliciter de la part du gouvernement de mettre tous les moyens nécessaires aux côtés des enseignants pour que ces enseignants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'il y a certaines écoles dans lesquelles l'enseignant est obligé de faire plus d'heures que prévu. Je connais une école où les gens font 2 fois. Et l'enseignant est obligé de le faire. Donc il faut qu'on les accompagne. S'il y a des primes, qu'on puisse leur donner dans cette période pour leur permettre de pouvoir assumer ce temps-là. Et aux côtés des parents, nous allons les prier aussi de conscientiser les enfants afin que les enfants puissent reprendre les classes. Parce que d'autres, quand ils sont à la maison et ils doivent reprendre autour de 14 heures, eux, ils vont venir à 14 heures. Ils oublient même qu'il y a classe. Parce qu'on a scindé la classe en 2. Certains viennent le matin, d'autres viendront à 14 heures. Donc pour que ça puisse évoluer normalement, les parents doivent mettre leurs mains afin de pouvoir aider les enseignants à accompagner les enfants. Et du côté des cachinés, des éléments nécessaires, il faut que les enseignants et les parents mettent tous leurs moyens pour pouvoir conscientiser les enfants dans le port de ces éléments. Donc ami ke jiruda na de otro to squad yan ke jum ke du jonemi bo otro to squad bo mi de kuku chicha obo o grève le nke ke vedo ya gbada si de vieux gba va fam mi de kuku de gouvernement be na po chicha o menya gbo de vieux no school kwam yo na no so sra che je de vieux lo ngolo ba mi de kuku ne lo ne po chicha o menya gbo wa mi de kuna ga tro po school pa mi menya ne mi school si ba appartement ko glo be la ga tro chok pe ne ne menu ono na ga tro cho de chok pe de vieux no mal kwa me vire ku sube nu so sra ba ku do da ya fofo na no foro de vieux ba kwa si koklo men ko gla le sukudo par exemple le mio gbo le suku ko ya do go me le gama asi klon de kamele de vieux wala pa mo de vieux ja square mi anto mi vieux pe mi anto cho ni asi tutunu cho de petemene de vieux cho le square donc ami de ku na dinu de pa me de vieux na teno klo asi ne mi quoi ala carré me vire. Voilà donc des impressions de parents d'élèves. Monsieur le ministre, nous avons déjà fait près d'un mois depuis la rentrée. Alors, est-ce que vous avez, pas vous spécialement, mais il y a une équipe du ministère qui fait un tour dans certains établissements pour voir si les mesures prises par le gouvernement sont respectées? Écoutez, le ministère est structuré et organisé et nous avons des directions, des inspections qui rendent compte régulièrement de ce que nous faisons. Et vous nous demandez précisément, finement, s'il y a des tournées qui sont faites dans les établissements, oui. Et moi-même, je m'apprête à organiser une tournée nationale qui me permettrait d'ailleurs de remettre les tables bancs, le matériel informatique, vous voyez, qui n'est plus un luxe ou qui sera plus un luxe, mais la volonté du gouvernement, c'est de pouvoir doter des lycées, des collèges, des cours primaires de matériel informatique pour être au moins en phase avec les exigences de l'heure.
Et j'ai suivi avec intérêt ce que les uns et les autres ont dit. Il y a une part de vérité aussi, une part de biais. Il faut se garder de toute généralisation des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je vous l'ai dit, il y a des acteurs aujourd'hui du système éducatif qui s'ignorent par rapport à leur rôle. Ce sont les enseignants, d'abord, qui ne doivent pas se considérer comme des salariés. Moi, je voudrais véritablement que les enseignants, les collègues enseignants, se considèrent comme de véritables co-constructeurs de notre avenir partagé. S'agissant des parents qui se débinent parfois devant leurs responsabilités, je le redis une fois encore, l'éducation, c'est la famille qui la donne. Et l'enseignement, l'État le doit. Et donc, c'est au titre de cette complémentarité que nous pourrions véritablement faire évoluer la condition apprenante et enseignante. Alors, s'il y a une conclusion provisoire, puisqu'on ne peut pas conclure sur l'école, je nous dirais simplement que nous aurions des écoles de qualité que si une réelle révolution des mentalités se réalise dans notre pays devant la condition enseignante et apprenante. Voilà. Alors, monsieur le ministre, moi, peut-être rappeler encore, peut-être une fois encore, le rôle que devraient jouer également les parents d'élèves, parce qu'on a assez parlé des enseignants, de leurs apprenants, mais le rôle primordial que devraient jouer les parents d'élèves dans le cursus scolaire de leurs enfants. Mais je pense que les parents d'élèves doivent d'abord garder à l'esprit que les enfants, ce sont leurs enfants. Ils prêtent les enfants à l'école pendant le temps de l'enseignement, mais l'éducation, c'est à leur charge. Le ministre l'a évoqué tout à l'heure, les parents éduquent, l'école enseigne ou donne des connaissances. Et donc, il est important qu'ils restent vigilants. Deuxième chose qu'ils doivent faire, c'est d'assumer leur propre responsabilité de parents pour le bon déroulement de l'école. Nous sommes dans un contexte particulier. Leur vigilance ne doit pas se baisser parce que des masques ont été donnés, parce qu'il y a des gels à l'entrée de l'école, mais ils doivent encore s'assurer que les enfants les utilisent vraiment. Et puis la troisième chose, vous me pardonnez, le but n'est pas de faire de la polémique autour de ce sujet, mais je pense que les associations de parents d'élèves devraient aussi avoir une meilleure gouvernance des ressources qu'ils ont parfois à leur disposition. Ce n'est pas toujours le cas partout. Et malheureusement, ça a parfois porté atteinte à la disponibilité de l'accompagnement qui doit être fait aux établissements. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je pense qu'il est important que les associations de parents d'élèves assument également une bonne gouvernance, éventuellement des ressources dont ils peuvent disposer dans le cadre de l'accompagnement des établissements qu'ils ont à charge d'accompagner. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission consacrée justement au secteur éducatif au Togo. Mais avant de vous laisser repartir, chers invités, la question que nous avions posée au début, nous la reposons à la fin. Monsieur le ministre, êtes-vous confiant quant à l'heureux aboutissement de cette année scolaire? Je suis un homme heureux et fier de porter ce département tout en reconnaissant ses apories, ses difficultés qui méritent de vrais liftings. Suis-je confiant alors en ce système? Oui. Au nom du gouvernement, je vous dirais simplement que nous sommes ouverts sur l'excellence et optimistes sur l'école togolaise. Merci beaucoup, monsieur le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Komlan Dodi Kokoloko, qui était sur ce plateau, et avec le ministre Christian Trimon. Alors, monsieur le ministre, on est confiant pour la réussite de cette année scolaire? Oui, nous sommes très confiants pour la réussite de cette année scolaire, comme toutes les autres années. Vous savez, l'éducation tient à cœur au président de la République, au Premier ministre. On a donné pendant cette discussion que nous avons des indices sur les éléments qui montrent l'importance. Je voudrais simplement rappeler que les enseignants sont un pilier important dans ce dispositif, à côté de tout le matériel, etc. Et que nous devons aussi avoir pour objectif de faire en sorte que nos enfants ne payent pas les pots cassés parfois de nos désaccords ou en tout cas des discussions qui sont en cours. Gardons à l'esprit que c'est d'abord l'élève qui est au centre de tout ce que nous disons. Nous reconnaissons que l'enseignant fait un travail important et qu'il est important sur ce point-là de tenir, en tout cas d'atteindre, de donner les moyens nécessaires pour cela. Vous savez, nous, d'un point de vue du gouvernement, un élément important pour marquer
la symbolique de l'enseignement pendant toute l'année. Aujourd'hui, le ministre est sur votre plateau, vous nous avez invités. Bientôt, l'enseignement supérieur va commencer également sa rentrée. Nous faisons en sorte que régulièrement, le ministre vienne, que son collègue de l'enseignement supérieur également vienne, et que les problèmes qui se présentent, que nous puissions apporter les explications, les réponses à tous nos compatriotes régulièrement pendant toute l'année. Donc, on vous sollicitera encore une fois, mon collègue Ayewada et moi-même, pour accompagner nos collègues de l'enseignement sur le temps d'explication qui est un temps d'échange indirect avec la nation aussi, sur les préoccupations de l'année. Et il me semble que si nous avons une compréhension commune des problèmes, des méthodologies pour les résoudre et des solutions qui sont apportées, naturellement, l'année devrait se dérouler de façon satisfaisante pour les parents, les enseignants et naturellement pour toutes les autorités de notre pays. En tout cas, moi, je reste très confiant là-dessus et il me semble que l'ensemble du gouvernement est confiant sur le déroulement de l'année. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, ministre des Droits de l'Homme, de l'information à la citoyenneté et des relations avec les institutions. Christian Trimois, merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous faire découvrir encore une fois ce nouveau visage du secteur éducatif au Togo. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.